tel qu'inscrit dans l'invitation, hein, le sujet principal, c'est de vous présenter le modèle des 7 phases de préoccupation du changement. Un modèle qui a été créé par Céline Bareil, qui est, je crois qu'on doit dire prof émérite, parce que ça fait longtemps qu'elle fait ça, puis elle a monté en grade, là, mais bon, bref, un prof du HEC qui a écrit, HEC Montréal, qui a écrit aussi beaucoup sur le sujet, puis on vous enverra les références là, après la rencontre, là, si vous voulez creuser le sujet. Autre chose que je veux vous dire, c'est que je vais vous présenter en 10 minutes quelque chose qu'on peut présenter en 2 jours. Alors, vous allez comprendre que c'est la synthèse de la synthèse de la synthèse. Donc, ce sont les éléments clés qui nous permettent de se connecter au sujet parce que on ne fera pas 2 jours en virtuel. T'sais. Fait que voilà. C'est comme un appetizer, hein? C'est comme un entrée avant le plat principal. Alors, avant de rentrer dans le modèle de Céline, il est quand même important de dire qu'avant de parler de préoccupation puis tout ça, il faut comme bien replacer le sujet du changement. Et donc, le changement, ben, dit simplement, c'est le passage d'un état à un autre. C'est comme se dire, on passe du point A au point B. Des fois, on a des changements qui sont simples, mais des fois, on a des changements qui sont plus complexes aussi. Donc, ce passage d'un état à un autre, ça peut se faire à différents niveaux. Ça peut se faire au niveau de nos croyances. Par exemple, je peux avoir la croyance qu'un bailleur de fonds, c'est un agent de contrôle du financement qui m'a octroyé. Et je pourrais décider qu'à l'avenir, ma croyance, elle va changer, puis qu'il va devenir un partenaire avec qui je vais co-construire le projet. Donc, il y a quelque chose qui a changé dans ma croyance. Il se vit là une transformation. On peut aussi vivre des changements au niveau de la gouvernance. Je passe d'un mode de gestion hiérarchique à un mode de gestion plus participatif. Alors donc, je passe du point A au point B. Il y a un changement qui va devoir s'opérer là-dedans. On voit aussi des changements au niveau de l'aménagement du territoire. Je peux avoir un grand terrain vague, qu'il ne se passe rien là-dessus, c'est pas beau. Puis tout d'un coup, on décide d'en faire un grand parc régional. Alors, il y a un changement, une transformation qui va se passer là. Puis en ce moment, plus simplement, on pourrait dire qu'on vit un changement dans notre mode de travail où on est passé beaucoup du présentiel à beaucoup du virtuel. Et ça aussi, ça vient comme quelque part nous amener à faire un chemin qui nous amène des habitudes différentes. Alors donc, quelques exemples de qu'est-ce que veut dire une transformation, des fois à petite échelle, des fois à plus grande échelle, des fois sur nous, des fois sur un système plus vaste. Il y a les changements, bien, des fois, ils sont décidés, ils sont choisis par nous comme individus ou par un collectif qu'on a mis en place. Puis, meilleur exemple de ça, c'est dans notre organisation, quand on décide de se donner une vision d'avenir ou à l'échelle d'un quartier, quand on décide de se donner une vision d'avenir pour le développement de notre quartier, c'est quelque chose qu'on décide avec les gens sur place. Voilà, ça peut être vrai pour une culture, ça peut être vrai pour un mode de gouvernance, ça peut être vrai pour plein d'autres choses. Il y a aussi des changements qui sont imposés. Alors, imposés parce qu'ils viennent d'un système qui est plus grand que le système dans lequel nous, on agit. Par exemple, une loi provinciale va quelque part impacter notre travail, mais ce n'est pas nous autres qui avons décidé que cette loi-là, à l'échelle locale, que cette loi-là existerait, par exemple. Une crise peut aussi venir impacter notre façon de travailler. Par exemple, si je pense à la crise économique de 2008, bien, ça a eu toutes sortes d'impacts dans le système, dans le développement. Ça, bien, c'était comme pas prévu, on ne l'avait pas choisi comme ça. On peut aussi parler d'un changement imposé qui va être causé par une catastrophe, un raz-de-marée. Bon, ici, ça se passe moins, mais ça s'est passé ailleurs. On va mettre dans cette catégorie-là les épidémies. Et donc, on pourrait parler de la situation actuelle avec le COVID qui amène un changement qui est imposé, qui arrive, avec lequel on doit conjuguer. Alors, peu importe qu'il soit choisi
ou qui soit imposé, bien, les changements vont affecter nos façons de faire. Et quand nos façons de faire sont affectées, ça va créer des réactions. Alors, des réactions de différents niveaux. Il y en a pour qui la réaction, ça va être comme, ça va se traduire plus par un danger qu'on voit, plus comme de la résistance. Ça peut être vu comme de la résistance, mais ça peut aussi être vu comme une opportunité. Alors, grande catégorie, hein? Même ça, on pourrait le fouiller assez longtemps. Mais donc, pour vous dire que les réactions peuvent être vues, se traduire de différentes façons, avec différents types de réactions. Des experts en changement organisationnel disent que dans la vraie vie, il y a très peu de vrais résistants. Alors, tu sais, souvent, quand il y a des changements qui sont annoncés puis que les gens disent « oh, ben là, c'est quoi cette affaire-là? Moi, je ne veux pas embarquer » et ainsi de suite, souvent, on va les qualifier de résistants, ces gens-là. Mais la pratique nous dit, ou les spécialistes en changement organisationnel nous disent qu'il y a très peu de vraies personnes résistantes dans la vie. Il y a plus des gens qui vont être en réaction parce qu'ils vont se poser des questions, parce qu'il y a des choses qu'ils ne comprendront pas dans ce qui est annoncé. Et Céline, qui a beaucoup étudié ça, elle a créé, elle a décidé d'appeler ça des préoccupations. Et donc, dans son analyse des préoccupations, elle dit quand on parle de préoccupation, c'est important de prendre conscience qu'il y a deux dimensions à la préoccupation. Il y a une dimension émotive, donc la situation me fait réagir émotivement et va me créer de l'inquiétude, du souci, de l'anxiété, voire même de la terreur, et elle peut aussi créer de l'enthousiasme. Alors, par exemple, en ce moment, dans ce qu'on vit, le changement de la méthode de travail chez certains individus, ça a créé de l'inquiétude du genre « oh mon Dieu, je vais-tu travailler demain matin? Qu'est-ce qui va se passer? » Donc, pour d'autres, ça a été plus un niveau anxiogène. Passer du virtuel, pour certains, ils se sont sûrement dit « oh mon Dieu, je suis terrorisée, je ne pourrais pas y aller. » Et pour d'autres, ça a fait voir peut-être que je vais trouver là des nouveaux chemins avec lesquels travailler. Donc, réaction émotive qui se sent dans notre corps. Mais Céline a dit qu'il y a aussi une dimension cognitive, donc plus cérébrale, qui va se traduire par exemple, la lecture du message qui annonce le changement. Alors, si la lecture du message qui nous invite désormais à travailler, mettons, plus en virtuel, il y a des mots là-dedans que je ne comprends pas, ou que ça vient beaucoup changer ma façon de travailler, puis que je ne comprends pas en quoi je vais être utile, bien, ça va susciter en moi des questionnements qui peut donner l'impression que je ne suis pas d'accord avec le changement ou que je ne veux pas embarquer dedans, mais c'est juste que je ne le comprends pas. Et évidemment, ces deux dimensions-là sont interreliées. Tout ça nous amène aux 7 phases de préoccupation qui constituent le modèle que Céline Bareil a développé. Alors, c'est ça que je vous présente très rapidement. Alors, il y a 7 phases. La première phase nous dit que la personne qui est concernée par le changement, ce que ça nous dit, c'est qu'il n'y a aucune préoccupation. Et quand il n'y a aucune préoccupation, ça se traduit par je ne me sens pas concernée, moi, je vais continuer mes habitudes comme avant, puis pour moi, le changement, il n'existe pas, puis je ne me sens pas concernée. Et c'est, aux yeux de Céline Bareil, la pire phase. Parce qu'à partir du moment où tu te retrouves avec des gens qui ne se sentent pas concernés, ça veut dire qu'ils ne vont pas se poser de questions et ça veut dire qu'ils ne vont pas tenter de contribuer à ce que le changement se produise. Alors donc, des gens qui ne sont pas concernés, on n'en veut pas dans la vie. On aime mieux des gens qui sont en réaction. C'est un peu ce que Céline nous dit. Deuxième phase de préoccupation, une phase qui est centrée plus sur le destinataire. Ça, c'est un mot qui veut dire qu'il est centré plus sur moi, la personne elle-même. Alors là, je vais me dire, bien, qu'est-ce qui va m'arriver? Je vais avoir des inquiétudes du genre, je vais-tu perdre mes acquis? Je vais-tu perdre ma job? Je vais-tu mon poste? Qu'est-ce qui va arriver avec? Donc, c'est des impacts, les impacts du changement qui vont venir agir sur ma façon de travailler ou qui vont venir agir sur mon quotidien. Donc, je suis préoccupée par ce qui va m'arriver, moi, comme personne. Troisième phase de préoccupation,
qu'elle appelle plus centré sur l'organisation. Est-ce que le changement est là pour durer? Voici première question qu'on pourrait se poser. Parce qu'avant de faire des efforts, on veut s'assurer que le changement est là pour durer. Parce que sinon, pourquoi je ferais des efforts puis des changements organisationnels? L'autre question ou l'autre préoccupation, c'est est-ce qu'on a l'efficacité organisationnelle pour passer à ce changement-là? Alors donc, impact du changement sur l'efficacité organisationnelle, sur le climat de l'équipe aussi. Donc, des préoccupations qui sont liées à l'organisation du travail, au climat au sein de l'équipe. Et on dit ici que c'est la phase où les gestionnaires vont aussi avoir des préoccupations de plus que les préoccupations habituelles, entre autres sur la capacité financière et structurelle de l'organisation. Est-ce qu'on a les reins assez solides comme organisation pour passer à travers cette situation-là, par exemple? Voici le genre de préoccupation. Est-ce que je suis capable de payer mes employés? Bon, des trucs comme ça. Quatrième phase de préoccupation, cette fois centrée sur le changement lui-même. Et là, on va se poser la question, c'est quoi au juste ce changement-là? Comment on va le faire, ce changement-là? Alors ici, on s'intéresse à comprendre le changement, puis on est préoccupé par le plan de match qu'on va se donner pour que le changement puisse s'actualiser, puisse s'opérationnaliser. Alors, on se questionne sur le qui, quoi, comment, quand. On est vraiment là-dedans. Cinquième phase de préoccupation. Alors, une fois ça veut dire qu'on a comme compris le changement puis tout ça. Là arrive la préoccupation qui va être centrée sur l'expérimentation. Alors, une fois que je sais que le changement, il va s'implanter, bien là, je vais me poser des questions du genre, moi, je suis capable d'expérimenter les nouveaux outils? Je suis capable d'expérimenter les nouvelles façons de faire? Et là, on va voir des préoccupations du type, est-ce que je vais avoir de l'aide pour m'aider à expérimenter les nouvelles façons de faire? Est-ce qu'on va me donner du soutien? Est-ce qu'on va me donner du temps pour apprendre les nouvelles façons de faire? Donc, préoccupé sur le soutien et le temps qu'on va m'accorder pour que je puisse expérimenter puis m'approprier les nouvelles façons de faire. Les deux autres phases de préoccupation que je vais vous présenter, Céline Barret nous dit que ces deux phases-là arrivent une fois que le changement il est implanté dans l'organisation. Ça ne veut pas dire qu'on est tout à l'aise avec, ça ne veut pas dire qu'on a tout adhéré, mais on sait qu'il va s'implanter. Alors, on sait qu'on va jouer avec. Là. On n'est plus dans ça se peut que ça ne se passe pas. Alors, la sixième phase de préoccupation, celle-là centrée sur la collaboration avec autrui, avec les autres. Alors, ici, on va se dire, hey, ça vaudrait la peine qu'on se réunisse pour trouver des solutions, pour partager nos savoirs. Alors, donc, on est préoccupé par des occasions d'échange pour se renseigner auprès de nos collègues. Si on est une organisation qui a différents services, d'un service à l'autre, si on est en concertation d'un partenaire à l'autre. Donc, on est préoccupé par les occasions d'échange, comment on les fait, quand on les fait, et ainsi de suite. Septième phase de préoccupation, celle-ci centrée sur l'amélioration continue. Alors, le changement, il est implanté, mais ce qu'on veut, c'est continuellement l'améliorer. Alors, donc, c'est quoi les éléments qui vont nous être utiles pour améliorer? Alors, on va se poser des questions du genre, on va se dire des affaires du genre, et si on essayait telle affaire? Et si on essayait autre chose? On est ici dans entrevoir les possibilités d'innovation pour rendre le changement encore plus puissant que ce qu'on avait prévu initialement. Voilà. Voilà pour les 7 phases. Céline nous dit aussi qu'il y a comme... il faut faire un peu attention à l'enthousiasme quand on est à la phase 7. Il se pourrait qu'on ait des gens tellement enthousiastes à améliorer les façons de faire nouvellement implantées, puis qu'on veut raffiner, qu'ils nous détournent de notre intention initiale, que ces gens-là nous amènent à un autre changement, alors qu'on est juste en train de s'approprier et d'installer celui qu'on a décidé de faire. Alors, donc, petite mise en garde, on veut des gens enthousiastes, mais des fois, l'enthousiasme peut nous inviter à dévier. Alors, donc, voici la mise en garde qu'elle nous fait. Hey, c'est allé vite, hein?
Ça va-tu bien? Faites-moi un pouce si ça va bien. OK. J'en ai vu quelques-uns. OK. Alors, tout ça nous amène, et ne soyez pas inquiets, nous allons vous remettre la diapo de l'escalier, mais tout ça nous amène à vous poser la question suivante. Alors, en regard de ce que je sais, et donc la question, elle s'adresse à vous. Elle ne s'adresse pas à vos partenaires, à vos collègues, elle s'adresse vraiment à vous en ce moment même. Alors, en regard de ce que je sais du contexte actuel de confinement et des impacts de cette situation sur mon organisation, où est-ce que je me situe dans le modèle des 7 phases de préoccupation et pourquoi je dis que je me situe là? Alors, je vous remets le modèle des 7 phases de préoccupation, et avant de vous expliquer les lignes qui sont écrites à côté de chacune des marches, je veux vous rappeler que tout changement, dans tout changement, qui soit imposé, qui soit décidé par nous, choisi par nous, qui soit simple ou complexe, dans tout changement, si les personnes concernées, visées par ce changement-là, n'adhèrent pas, embarquent pas pour qu'il se produise, ben le changement, il ne sera pas possible. D'où l'intérêt. On s'est laissé tantôt en disant ça vaut la peine d'aller saisir les préoccupations des gens, préoccupations qui peuvent tant être un souci, une inquiétude, une question, qu'un témoignage d'enthousiasme, de l'énergie pour y aller. Alors, d'où l'importance d'aller cueillir ça, parce que ce sont nos leviers, les parties prenantes d'un changement, les personnes concernées sont nos outils premiers pour que le changement se réalise. Je vous donne un exemple bien simple. Si à Dynamo, quand on est passé du présentiel au virtuel, si aucun des membres de l'équipe avait voulu passer en mode virtuel, on ne serait pas avec vous aujourd'hui. Alors donc, c'est simple là, comme exemple, mais c'est juste pour comprendre comment est-ce qu'on doit quelque part avoir l'adhésion. Alors donc, ce que Céline nous dit, puis vous allez le retrouver dans les références, c'est qu'il y a dans le modèle des 7 phases, les phases décrivent les réactions, les questions que les gens concernés par le changement peuvent avoir et se poser, mais il y a aussi une invitation à regarder comme mode de gestion, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider les gens à traverser les phases de préoccupation. Et même moi, comme personne préoccupée, quel genre de questions, comment je peux moi-même me mettre en mouvement pour traverser ces phases-là. Alors, il y a tout ça dans le modèle de Céline. Alors, je vous les explique simplement. Si on revient à aucune préoccupation envers le changement, vous vous rappelez tantôt, je disais, c'est la pire chose qui peut arriver, ne pas me sentir préoccupée par le changement. Alors, ce qu'on dit ici, c'est que l'action de gestion la plus importante à faire quand on a des gens qui ne sont pas préoccupés, c'est de communiquer de façon précise puis de donner de l'importance au changement. Alors, il faut communiquer les faits du changement, il faut être le plus concret possible, puis il faut même valoriser le changement. Peut-être même plus qu'on devrait à certains égards, juste pour aller piquer la curiosité puis ébranler la personne qui ne se sent pas concernée. Si moi, je suis la personne qui ne se sent pas concernée, je devrais moi-même me questionner et m'inviter à confronter ma posture. Comment ça se fait que je ne me sens pas concernée par ce changement-là? Et je devrais aller rencontrer des gens ou contacter des gens qui se sentent déjà en mouvement par le changement pour qu'ils me challengent dans ma posture. Et ça serait comme une façon de me mettre en mouvement. Deuxième phase de préoccupation, donc centrée sur le destinataire. Qu'est-ce qui va m'arriver? On était là-dedans. Alors là, ce qu'on dit, c'est que la meilleure action de gestion, c'est d'écouter les personnes et de les soutenir. Alors, les personnes qui ont peur de ce qui va leur arriver, vas-tu perdre ma job? On va-tu encore me sentir, je vais-tu être utile, tout ça. Tous ceux qui sont centrés sur eux-mêmes, donc, l'action de gestion, c'est de prendre un temps avec eux pour les écouter.
pas essayer de les convaincre, les écouter, puis voir comment on peut les soutenir puis réduire leur anxiété. Comme personne préoccupée, je pourrais, moi, prendre le temps d'exprimer mes inquiétudes aux bonnes personnes. Alors, pas attendre nécessairement qu'on me questionne, mais appeler mon gestionnaire, appeler un collègue, puis exprimer mes inquiétudes, chercher des réponses, chercher des façons à gérer mes émotions, à gérer mon anxiété. Donc, ce qu'on fait, ce que Céline nous dit, c'est qu'il y a une responsabilité de gestionnaire, mais il y a aussi une responsabilité de la personne préoccupée en fonction de la phase où elle est. Quand on dit exprimer ses inquiétudes aux bonnes personnes, souvent ce qui arrive, c'est que quand on n'est pas bien dans une situation, on va aller parler dans un corridor virtuel en ce moment, mais on va aller parler à des personnes qui se sentent comme nous. Et ça va valoriser notre anxiété plutôt que l'atténuer. Alors, c'est pour ça l'importance de s'adresser aux bonnes personnes. C'est les personnes qui peuvent nous aider à gérer notre anxiété plutôt que les personnes qui vont la renforcer. Troisième phase de préoccupation, centrée sur l'organisation. Est-ce que l'organisation a la capacité pour gérer le changement? Est-ce que l'équipe va arriver à gérer le climat, sa dynamique pour gérer le changement? Alors ici, l'action du gestionnaire est de démontrer le sérieux puis les raisons du changement. Alors, et la capacité de l'organisation à gérer. Alors, si vous êtes gestionnaire, c'est le temps de démontrer qu'on a le budget pour payer notre monde. C'est le temps de démontrer que vous êtes là pour les soutenir. C'est le temps de démontrer qu'il y a des mécanismes pour s'entraider dans l'organisation. Bref, toute information qui va permettre de démontrer que l'organisation est capable de vivre ce changement-là va être rassurante pour les personnes préoccupées à cette phase-là. Du côté des personnes préoccupées, eux, ils ont à comme s'intéresser, à comprendre le pourquoi du changement, puis ils ont à se positionner par rapport à ce changement-là pour voir comment ils peuvent s'investir et comment donc ils peuvent devenir un allié, un levier pour que l'organisation soit capable de passer ce changement-là. Quatrième phase de préoccupation centrée sur le changement. Alors, vous savez ici, préoccupé par le plan de match, qui, quoi, quand, comment. Alors, ici, l'action de gestion, c'est de donner des informations sur l'avancement du changement puis de réagir aux informations qui sont erronées. Alors, vous savez, des fois, quand on commence à implanter un changement, il y a toutes sortes, le jeu du téléphone qui fait qu'à un moment donné, l'information initiale n'est plus la bonne. Alors, comme gestionnaire, il faut être extrêmement vigilant pour s'assurer que l'information qui circule, elle est toujours la bonne, puis qu'on est toujours adapté dans l'information qu'on transmet. Du côté de la personne préoccupée, bien, il faut que moi, comme personne préoccupée par le changement, je me force à donner mon point de vue sur le plan de changement qui est proposé. Je peux pas écouter le plan de changement, puis une fois que je m'en retourne chez nous ou que je ferme mon écran, je me dis, ça n'a pas d'allure, cette affaire-là, moi, j'aurais eu une bien meilleure idée. Alors, comme personne préoccupée, je dois mettre ma voix, puis je dois donc exprimer mes idées, mon point de vue. Ça va-tu toujours bien? Faites-moi un pouce. Merci. OK. Cinquième phase de préoccupation, centrée sur l'expérimentation. Alors, vous vous rappelez, est-ce que je vais être capable d'expérimenter les nouveaux outils, les nouvelles façons de faire? Est-ce qu'on va me donner le temps de m'adapter? On va-tu me soutenir? Alors, on était là. Donc, ici, l'action de gestion, faciliter le transfert des nouveaux acquis ou des nouveaux outils via de la formation, via de l'accompagnement, via des temps d'adaptation. Donc, tantôt, on disait que tout va vite. Bien, peut-être que comme gestionnaire, il faut en ce moment inviter nos équipes, nos partenaires à dire « Hey, on va prendre le temps de s'approprier ça, puis après, on va passer à l'autre étape. » Alors, comme gestionnaire, on est invité à donc mettre en place les outils d'accompagnement puis à mettre de l'air dans le système.
si je peux le dire comme ça. Comme personne préoccupée par cette phase-là sur l'expérimentation, ben, je dois quelque part travailler à réduire mes zones d'inconfort en adoptant la technique du petit pas. Alors, moi, ça va me prendre plus que 2 jours comprendre la prochaine étape. Bien, fais-les petit pas par petit pas. Alors, le gestionnaire peut me dire ça, mais moi, il faut aussi que je m'applique cette doctrine-là et je dois donc accepter la technique des petits pas, que tout mon inconfort ne va pas se tasser du jour au lendemain, que ça va se faire petit à petit. Je dois aussi exprimer mes besoins de soutien, puis je dois clarifier les attentes que j'ai auprès de mon gestionnaire. Parce que si lui, il pense que tout va bien, puis que moi, je n'y ai pas dit que j'avais tel ou tel besoin, bien, il ne peut pas le deviner. Alors donc, je dois aussi être capable de clarifier mes attentes auprès des gestionnaires, auprès des partenaires, et ainsi de suite. Sixième phase de préoccupation centrée sur la collaboration. Donc, on cherche à faire des liens avec des collaborateurs internes, externes, des services, et ainsi de suite. On veut comme apprendre ensemble, puis avancer ensemble là-dedans. Action du gestionnaire, faciliter les échanges entre les membres de l'équipe, entre les membres des différents services qu'on a dans notre organisation, entre les partenaires. Alors, comme gestionnaire, je dois m'assurer que les gens comprennent qu'il y a des espaces pour que ça puisse se réaliser. Je dois être claire sur les espaces qui existent. Dans le modèle de Céline, ça nous dit même qu'il faut devenir une organisation apprenante. Alors, c'est donc une façon de valoriser les espaces d'échange pour qu'on se partage nos apprentissages, puis pour qu'on se partage nos savoirs, puis qu'on se partage nos trucs. Comme personne préoccupée à cette phase-là, ben moi, je dois m'impliquer dans les comités, puis je dois partager mon savoir puis mon savoir-faire. Donc, je ne dois pas juste attendre qu'on me le demande. Je peux moi-même lever la main dans ces espaces-là puis dire « Moi, j'ai appris telle affaire. Moi, je veux participer à tel comité parce que j'ai les connaissances qu'il faut pour aller nourrir ce comité-là. » et ainsi de suite. Septième phase de préoccupation centrée sur l'amélioration continue du changement. Donc, le changement il est implanté, mais on veut le peaufiner, on veut le raffiner, puis on a plein d'idées pour faire ça. Alors donc, comme gestionnaire, je dois laisser émerger les pistes d'amélioration. Alors donc, comme gestionnaire, si quelqu'un a plein d'idées, je ne le freine pas. Je veux qu'il puisse les partager, ces idées, puis je veux qu'on prenne le temps de les explorer, ces idées-là. Donc, il faut que les gens sentent qu'ils ont une place pour ça. Donc, laisser libre cours à la créativité. Et comme personne préoccupée, ben moi, je dois m'inciter à penser autrement, à envisager des nouvelles façons de faire. Je dois m'inviter à ne pas rester encarcanée dans ma façon de faire, que je vienne d'apprendre et comprendre que ça, c'est toujours en évolution.